Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Johanna Marie. Bonjour et bienvenue dans l'émission Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Johanna Marie Fad. Donc bonjour Johanna. Bonjour Florian. Bienvenue à Radio Taïwan International. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir. Et là, tu es revenue à Taïwan depuis une petite semaine, mais j'ai compris que la première fois que tu étais venue, c'était il y a déjà une dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu es arrivée à Taïwan pour la première fois ? Oui, alors à l'époque, en 2013, j'étais en début de master. En fait, j'étais en école d'ingénieur agroalimentaire et je cherchais mon stage à l'étranger. Et j'avais ce rêve depuis mon adolescence de venir à Taïwan. Donc, quand j'ai eu l'occasion de passer un peu plus de temps à l'étranger à l'occasion du stage, j'ai passé beaucoup de temps à chercher un stage à Taïwan, ce qui n'était pas facile vu que ce n'est pas un pays qui a une culture de stage en entreprise comme on a ça en France. Et après avoir envoyé, je ne sais pas combien de CV, mais vraiment énormément de CV à plusieurs entreprises agroalimentaires taïwanaises, j'ai voulu abandonner. Et le jour où je me suis donné une date pour chercher dans un autre pays, j'ai reçu une réponse et elle était positive. Waouh! Et donc c'est comme ça que je suis atterrie à Taïwan en 2013 pour faire un stage en entreprise. Et je me suis retrouvée directement dans le bain d'une petite entreprise, de taille moyenne, une entreprise familiale sur 3 générations qui fabriquait du miso et des condiments alimentaires organiques ou conventionnels. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as découvert pendant ce stage ? Alors, c'était intéressant. Déjà, les conditions de mon stage étaient très intéressantes. Étant donné que j'étais une jeune femme, que je venais à Taïwan pour la première fois. Et avec quel âge pour J'avais 21 ans. Ouais, d'accord. Donc j'avais 21 ans et pas beaucoup d'indemnité de stage non plus. La famille, donc en gros le président et le directeur de l'entreprise, les dirigeants d'entreprise m'ont invité à loger chez eux. Et j'ai habité dans la même chambre que les enfants du vice-président pendant 6 mois. Donc voilà, immergée au bout des doigts jusqu'au bout des doigts, totalement dans cette entreprise, dans la famille des dirigeants d'entreprise aussi. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur toutes les relations, la relation de couple, les relations avec les enfants, le système éducatif, mais aussi les conditions de travail des Taïwanais. On avait aussi des migrants étrangers, la main-d'œuvre étrangère qui travaillaient, donc plutôt du Vietnam. Oui, j'étais totalement plongée dans toutes les questions de travail, les questions sociales, indirectement, en plein cœur dedans. Et comment est-ce que tu arrivais à comprendre tout ça ? Est-ce que tu parlais déjà mandarin à ce moment-là ? Oui, une très bonne question, oui. Alors, j'avais la chance de déjà parler mandarin parce que j'avais passé une année en Chine à l'âge de 16 ans. De 16 à 17, j'avais passé une année scolaire dans un lycée chinois, ce qui m'a permis d'avoir des bases très solides en chinois, qui toutefois n'étaient pas suffisantes pour travailler en entreprise. Donc, pendant mon stage, sur mon temps libre, je travaillais énormément, apprendre du vocabulaire spécialisé de chinois dans tous les termes de l'entreprise, du marketing, du monde agricole. Et en plus de ça, non seulement j'apprenais le vocabulaire spécialisé, et je devais aussi apprendre à lire les caractères traditionnels parce que j'avais appris le chinois en Chine continentale qui utilise le chinois simplifié. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Et le bilan de cette aventure, ça t'a pas dégoûté de Taïwan puisque tu reviens quand même. Qu'est-ce qui t'a plu du coup ? Ce qui m'a plu, alors, tout d'abord les gens. Attention, c'est des gens, je trouve à Taïwan les gens sont très attentionnés, très ouverts aussi, curieux, ouverts. Et j'ai rencontré beaucoup de gens j'étais plutôt entourée de gens qui étaient très généreux et avaient
beaucoup peut-être aussi été influencé par le bouddhisme et avait une intention de créer une plus belle chose, un plus beau monde et de laisser une trace positive en fait sur l'île et dans les relations, les relations qu'il menait. Et ça m'a beaucoup touchée, vraiment très touchée. Je me suis toujours sentie bien recueillie sur cette île. Là, je me suis sentie très vite comme à la maison, même s'il y avait beaucoup de challenges et beaucoup de choses que je comprenais pas. Je m'en souviens, mes yeux, j'étais sans cesse à regarder dehors, tous ces panneaux, ces voitures, ces scooters, ces entreprises, le bruit. Voilà, tout ça, il y a beaucoup de challenges. Mais les Taïwanais m'ont vraiment facilité l'accès à vivre ici, en fait. Et qu'est-ce qui était le plus difficile ? Le plus difficile, je dirais, oui, c'est les conditions de travail qui m'ont déjà à l'époque fait dire non, je ne viendrai pas travailler sous emploi, sous un contrat de travail local ici. C'est extrêmement difficile. Peu de vacances, le salaire est bas. Par exemple, moi, dans le cas où je travaillais dans l'entreprise familiale, c'est le président de l'entreprise pouvait m'appeler à tout moment très tard le soir ou sur les week-ends pour me demander d'aller dans une exposition, pour aller vendre aller sur des marchés, des foires, sur mon temps libre. Et quand on vient d'Europe ou de France en particulier, c'est totalement choquant. Je pense avec les années, là, maintenant, limite, je suis plus flexible là-dessus, mais ça peut être très contraignant. Et parce que tu pouvais pas vraiment refuser. Ah oui, on peut pas vraiment refuser, parce que... Et c'était le cas de tous mes collègues taïwanais aussi, parce que si tu commences à refuser, tu risques de perdre ton emploi dans les mois qui suivent. Est-ce que tu as pu voyager aussi un petit peu à ce moment-là, visiter Taïwan ? Oui, tous mes week-ends, je les utilisais presque pour voyager au max. En fait, quand je travaillais pas, parce que je devais travailler un week-end sur 2, c'était même sur mon contrat, parce que tous les gens de l'entreprise travaillaient les samedis, et moi, j'avais réussi à négocier que je travaillais qu'un samedi sur 2 déjà. Et donc, quand je travaillais pas, je partais, je prenais un train, je faisais du couchsurfing pour être avec des gens locaux. Donc, j'ai créé mes premières amitiés, c'était à travers le site couchsurfing où on est à l'époque, au début des années 2010, là, jusqu'à 2010-2015, couchsurfing, c'était génial pour rencontrer des gens. Et donc, je les écrivais et puis après, j'allais chez eux et je dormais chez eux et je vivais avec eux pour le temps d'un week-end ou de quelques jours. Et ça me permettait d'avoir différents points de vue sur la vie des Taïwanais et surtout après les gens un peu plus de mon âge. Et tu es rentrée en France donc à la fin de ce stage ? Oui, donc je suis rentrée en France, un peu les larmes aux yeux, mais vraiment beaucoup de mal. J'avais créé vraiment des très beaux liens, des liens très forts, que j'ai encore jusqu'à maintenant. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était pouvoir revenir à Taïwan après mes études. Après, la vie n'est pas si directe parfois et avec plein de retournements dans ma vie, j'étais persuadée que j'allais retourner à Taïwan 1 an après, en gros, pour pouvoir y vivre. Et finalement, j'y suis retournée seulement en 2018. J'avais 24 ans et là, j'y étais pour 3 mois, le temps d'un visa. Et là, j'ai eu une expérience totalement différente de l'île où j'étais dans la nature, où j'étais avec des jeunes. En 2018, à Taipei, il y a eu une sorte de mouvement de jeunes incroyable, des jeunes qui ont occupé un parc public pendant plusieurs mois. C'était assez incroyable. Et donc, j'étais dans ce mouvement-là, et ensuite, j'étais un peu dans le monde des hippies, où j'ai fait ce qu'on appelle un rassemblement Rainbow. Et j'ai vécu sur des terres aborigènes pendant 1 mois, totalement juste avec... on faisait la nourriture avec l'eau de la rivière, en faisant à cuire avec le bois. On avait des connexions avec les tribus locales et c'était juste incroyable et très guérisseur pour moi. Et du coup, est-ce que c'est en rentrant de Taïwan la 2e fois que tu es rentrée dans l'éducation nationale ? Oui. Parce que je sais que tu as fait un séjour en tant qu'enseignante de mandarin en France. Oui, exactement. Exactement. Juste après mon séjour en 2018 à Taïwan, je suis rentrée, et j'étais un peu désorientée parce que juste avant, j'avais passé 2 années en Chine et je suis rentrée en France un peu désorientée de rentrer au pays. Après, on va dire 4 ans passés
à l'étranger, à voyager, à beaucoup voyager. Et qu'est-ce que tu avais fait en Chine ? Je vivais dans le Yunnan, donc dans un tout petit village de la minorité ethnique Bai. Financièrement, j'étais professeure dans un jardin d'enfants, de temps en temps, même pas, je faisais parfois quelques mois et après j'arrêtais quelques mois. Et c'était vraiment juste pour moi, pour me connaître, pour connaître qu'est-ce qui m'amène à être si attirée par la Chine. J'avais même pas vraiment une vraie réponse et prendre le temps. J'avais pour moi une période de guérison aussi de mon âme ou psychologique et aussi de mon corps physique et de prendre du temps pour moi. Et j'ai choisi d'aller en Chine parce que la Chine a une histoire très ancienne en médecine et aussi spirituelle en fait. C'est aussi il y a une spiritualité très profonde, même si elle n'est pas vécue par les Chinois, mais il y a énormément de ressources très profondes et ça m'attire, ça me fascine, ça m'a fasciné et c'est ça qui m'amène en fait même jusqu'à aujourd'hui à retourner régulièrement en Chine. Et je m'entoure également de Chinois ou de Taïwanais qui sont passionnés, qui connaissent en fait, qui pratiquent des arts anciens, qui lisent des textes anciens. Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité ou la psychologie des réseaux sociaux et ce qu'on trouve sur Instagram ici ou là, quoi. Et de ce séjour où tu travaillais notamment avec des enfants, jardin d'enfants en Chine, tu es passé à prof au lycée en France. Oui, c'était un saut de 5 ans à passer à l'âge de 15 ans, 18 ans. Je m'en souviens, en fait, l'inspectrice elle m'a donné des méthodes de chinois, elle me les a données dans les mains, elle dit tu vas regarder tel ou tel fichier, les informations, je te donne une chance pour faire cette première année. Et voilà, je m'étais lancée dans le bain. Il y a très peu de vraies formations de profs de chinois, en fait, dans l'éducation nationale française. Durant ma première année d'enseignement, je me suis préparée à passer le CAPES et je l'ai eu du premier coup en une année de préparation. Et je me suis rendu compte après, quand j'ai été prise en année de stage, donc officiellement pour devenir professeur certifié, que il n'y avait pas vraiment de vraie formation pour être prof de chinois, malheureusement. Et en même temps, les gens qui sont professeurs de chinois sont tellement passionnés que, bien sûr, on a plein de choses. Il y a du matériel de base, mais il fallait vraiment trouver son style. Chaque professeur de langue fait face à ce challenge, mais je pense qu'un professeur de chinois, c'était encore plus marqué. Alors, pour avoir aussi été dans ce monde-là pendant une année, je trouvais aussi qu'il y avait un très grand manque de soutien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des profs de chinois et donc on était très éloignés géographiquement les uns des autres. Alors qu'en tant que prof d'anglais ou d'espagnol, on doit pouvoir en trouver plusieurs parfois dans le même établissement ou juste à côté. Oui, je me suis sentie extrêmement isolée et exactement, j'avais pas de collègues vraiment. Alors que oui, tous les profs d'allemand, d'espagnol, d'anglais avaient plusieurs collègues. Tu as des ressources en ligne, il y a des professeurs d'anglais qui mettent des séquences entières en ligne, donc on peut s'inspirer. En chinois, c'est pas le cas. Et donc j'ai continué, j'ai travaillé en tant que professeur de chinois pendant 3 ans en France. L'isolement a été la plus grande raison pour moi d'arrêter et de même quitter la France. Je me suis sentie très isolée. Bien sûr, il y a eu le Covid, mais c'était même pas la raison du Covid, parce que ce sentiment d'être isolée venait bien avant. Et donc, après 3 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que ça ressemblait à un gros sacrifice pour moi dans ma vie. J'étais très heureuse d'avoir un boulot, une sécurité, un salaire tous les mois, mais j'étais pas épanouie. Et pour savoir ce qu'a fait Johanna après avoir quitté l'éducation nationale, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Femmes Nombre Fans de Lumière, une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.